Là comme c'est devenu hard, surtout depuis Chandor. On a promis un champ, on aura le château de Chambord. Wow, wow, wow. Chandor, je crois que c'est Chandor. Ah salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le grand fauteuil. Je suis sur mon fauteuil, bien plus un canapé, et je pose des questions à des invités. Des personnes qui ont marqué la Nesquacie. Et d'ailleurs, l'invité de ce jour est le Premier ministre avec le mandat le plus long de l'histoire nesquacienne. Un mandat de 6 mois, soit 2 mandats cumulés. Bonjour Stormligark, c'est un honneur de vous accueillir sur ce format. Bonjour mon cher Chandor, merci de m'avoir invité dans ce format. Pour introduire cette vidéo, présentez-vous en quelques mots pour nos auditeurs. Alors moi c'est Storm Oligarque, je suis citoyen nesquacien, je suis ancien Premier ministre de la Nesquacie, ancien ministre de l'Intérieur sous le gouvernement Mecha, et je suis actuel membre de la Cour suprême nesquacienne. Avant de revenir sur votre parcours et d'autres sujets plus légers, j'aimerais revenir sur l'événement le plus récent. Vous venez de terminer votre mandat primo-ministériel et maintenant vous êtes à la Cour suprême. Vos impressions et comment envisagez-vous votre nouvelle fonction ? Eh bien, ça fait bizarre de terminer un mandat de 6 mois quand même, c'est assez impressionnant. Surtout que c'est rare en Esquacie d'avoir des mandats aussi longs. Et ce que je compte faire durant mes fonctions, durant mes fonctions à la Cour suprême, faire régner la justice, l'ordre et essayer d'organiser aussi les nouvelles élections générales. Replongeons dans votre passé avec cette question. Qu'est-ce qui vous a mené à la Nesquacie ? Eh bien, c'est une très longue histoire. Eh bien, ça date de l'époque où je commençais à m'éloigner de l'anti-cancer, qui était un mouvement sur les réseaux sociaux qui luttait contre la toxicité d'Internet. Je suis sur TikTok à cette époque-là, avec un moral qui est au plus bas. Et je tombe sur le compte du ministère de la Communication de Basto Comics, plusieurs fois dans mes pourtois. Je me dis que ce serait plutôt cool que j'aille à l'intérieur de cette micronation. Quand j'arrive sur un serveur qui aujourd'hui est décédé, qui s'appelle la Douane Nesquacienne, pas la Dama. Et je tombe sur Basto Comics dedans, qui littéralement était actif à ce moment-là. Je lui parle et je lui demande comment on fait pour rentrer, bien évidemment. Il me dit qu'il me connaît sous TikTok. Je tape à discuter un peu avec lui pendant quelques jours. Et je décide de rejoindre officiellement la Nesquacie. C'est Basto qui me donne le lien. Et je deviens officiellement citoyen. Racontez-nous vos débuts dans votre vie politique. Je commence ma vie politique à 1 mois après avoir rejoint la Nesquacie, en créant mon premier parti politique qui s'appelle le Parti de la Conquête Nationale, qui était un parti de droite radical, mais que beaucoup considéraient comme un parti d'extrême droite. Je commence à avoir une popularité grandissante au sein de la droite en prenant l'initiative de l'Union des droites, qui était une union à l'époque entre la droite et l'extrême droite. Je commence par avoir le FNN, qui était le parti de Axel Warski en alliance. Et je commence à avoir une alliance avec le FDN, qui est le parti le plus influent en Esquacie et qui était un parti de droite. Je discute donc avec Jordan Mecha vis-à-vis de cela. Ce dernier est élu. Jordan Mecha finira par me donner un poste au gouvernement Mecha quand il était Premier ministre. Je resterai Premier ministre de l'Intérieur pendant 1 mois, durant le mandat du coup de Mecha. Je commence avec un premier projet de loi qui est quand même assez simple, qui s'appelait le projet de sécurité nationale, ou Nesquatian Security 2025, qu'on appelle aussi souvent la loi Oligarque, est un projet de fondation et de structuration de la sécurité intérieure et douanière. Sachant qu'à l'époque, la douane, entre guillemets, et la sécurité intérieure étaient dirigées par les admins et l'armée.
Je veille donc à ce que le rôle du ministère de l'Intérieur soit un peu rentabilisé et que derrière, il y ait une véritable sécurité interne avec une police nesquatienne et une généralisation de la douane. Ce qui est fait, le projet a été adopté à 90% à la Prékyria, qui à l'époque était une Prékyria représentative et non pas populaire, parce que j'arrive au sein de la Deuxième République. Et derrière, quand Mecha devient président de la République et que les élections générales se lancent, eh ben, je me présente aux élections générales. Vous avez été le Premier ministre avec le mandat le plus long de l'histoire de la Nesquacie. Quel est votre bilan? Eh bien, ça va être assez long. Eh bien, disons que j'ai commencé à être Premier ministre à partir du... J'ai été élu à partir du 25 janvier 2025, mais j'ai pris mes fonctions officiellement à partir du 26. Eh bien, contrairement à d'autres premiers ministres qui étaient avant moi à ce poste, eh bien, j'avais déjà conçu mon gouvernement à l'avance. Notamment en demandant des conseils à Jordan Mecha et à certaines autres personnes. Je commence à composer le gouvernement Oligarque 1, non pas à l'écrit mais à l'oral, par conférence, qui était composé principalement d'un gouvernement d'union nationale, sachant que j'avais gagné 52,9% je crois des voix face à Mako Kilani aux élections générales. Pour le moment, ça commence doucement avec la rédaction du premier projet hémo-ministériel, le projet Proximus, qui était un projet de refonte institutionnelle et constitutionnelle. Je finis par du coup continuer avec mon gouvernement, mais on a tout de suite un premier problème. C'est que un de notre ancien secrétaire d'État durant le gouvernement Oligarque 1 avait plagié certaines idées du gouvernement, ce qui ne m'a pas plu. Et durant la Deuxième République, j'avais la capacité de changer comme je veux le gouvernement à mon image. Du coup, j'ai viré l'ancien secrétaire d'État. Ce dernier était président de la Prékyria. Il l'a mal pris. Il m'a déposé une motion de censure. Je finis par échapper à la motion de censure de justesse. Grâce à la majorité FDN qui était présente à l'époque, parce que la Prékyria était une Prékyria représentative. Du coup, ça faisait un premier problème de régler. Je continue la rédaction, je nomme une nouvelle secrétaire d'État, Reda Kemi, qui sera là pendant le gouvernement Oligarque 1 et Oligarque 2. Et elle m'assiste à la rédaction. Je commence aussi à tisser des liens, notamment avec le PSN, d'un point de vue partisan, notamment avec Vassili Outchenko. Ensuite, on a eu un deuxième souci durant le mandat, c'est que on a eu l'affaire Maïtix qui était à son apogée, sachant que c'était une affaire qui avait pris de l'ampleur déjà quand j'étais ministre de l'Intérieur. Cet individu a continué ses petits méfaits et a mentir sur mon dos et manquer de respect à beaucoup de citoyens nesquatiens. Il a été jugé par contumace, sauf que ce dernier disait que soi-disant il était ambassadeur, chose qui n'a jamais été le cas, puisque ce dernier n'était pas officiellement ambassadeur de la Nesquacie. Il n'a jamais été déclaré au président qui avait signé le TRM avec la BASMA. Il a donc décidé de faire sa petite crise. Il a décidé d'opposer une immunité juridique. Chose que le ministère de la Justice n'a pas trop appréciée. Du coup, on a l'abassement sur le dos, parce qu'il avait été condamné en tant que citoyen et pas en tant qu'ambassadeur. Et on regarde le TRM, parce que Mecha n'était pas là. Du coup, je lis le TRM et je constate une contradiction. Sur le TRM qu'il nous accuse de violer, c'est que derrière, l'ambassadeur se dit
c'est que l'ambassadeur est censé être soumis aux lois nesquatiennes, s'il a la nationalité nesquatienne. Donc, il y a une contradiction. Qu'est-ce qui se passe? Mecha le rompt, après réflexion, et un nouveau jugement est organisé. Maetix finira par être condamné d'un OQTN par les juges et le ministère de la Justice. Et cela montrera que, littéralement, la justice nesquatienne deviendra de plus en plus fonctionnelle ici, dans cette micronation. Malgré cela, cela n'a pas empêché la continuité de la rédaction du projet. Hein, je commence à terminer le projet. Et il y a un autre souci qui se ramène. Sinon, c'est pas drôle. Jamais 203, comme on dit. C'est le cas anarchiste. Car on a eu un petit souci avec certaines personnes d'idéologie anarchiste, sachant que l'anarchisme est interdit en Escouassie depuis 2024 après la guerre civile, pour des raisons historiques. Du coup, ça a mené à la crise de 3 jours et à une rupture du TRM avec le Sylvanor, que je salue bien évidemment. Du coup, des négociations sont entretenues entre le gouvernement et les anarchistes. Chose qui finira par aboutir à un échec, sachant que le gouvernement avait explicitement évoqué que s'il voulait abroger l'interdiction, ça se faisait. Il y avait des moyens démocratiques de le faire, la précaria, et que les précariens pouvaient faire leur projet de loi. Les personnes qui étaient présentes n'ont pas voulu écouter et ça a mené à des sanctions au niveau du staff. Du coup, au final, ça s'est réglé par une blacklist des 3 protagonistes et une blacklist de la micronation sylvanorienne. Donc, à part cette crise-là, vient aussi un jour qui marquera un peu à jamais l'histoire de la Nesquassie, le 2 avril 2025, qui était à ce jour-là la journée internationale de l'autisme. Je me dis, avec mon gouvernement, si c'était une bonne idée de faire un discours que je publierai dans l'International ensuite, et pour dire, écoutez, moi je suis autiste, et je suis Premier ministre. J'écris donc ce discours. Je remercie bien sûr la Nesquatien dedans, parce que c'est le peuple qui m'a élu. À l'occasion aussi, notamment, des élections générales qui approchaient à grands pas. Je publie le discours dans l'International. Le discours est diffusé partout. Et j'ai eu une vague de soutien impressionnante, une réaction impressionnante de la part du monde micronational et des Nesquatiens. Ce qui fait que ce discours a été l'un des discours avec le plus de réactions. Et c'est surtout ça qui va jouer en ma faveur, notamment dans les élections générales. Sachant que ce n'était pas un but politique, mais un but de sensibilisation. Pour dire, ça y est, moi je suis autiste, et pourtant, regardez, j'ai réussi. Donc, après ça, je finis aussi par déposer le projet Proximus à la Précaria, qui est voté, encore une fois, à plus de 90%, ce qui est quand même encore une fois impressionnant de la part de la Précaria. Il est aussi validé par le Conseil constitutionnel de l'époque, qui est aujourd'hui devenu la Cour suprême, et le projet Proximus est mis en place. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Après aussi, il y a les élections générales. J'affronte de nouveau Mako Kilani. Je débat avec lui pendant un certain temps, mais ce dernier décide de quitter le débat pour des raisons personnelles. Et il finira même par se désister. Sur ce coup-là, normalement, techniquement, si le seul candidat de l'opposition se destitue, cela est censé, encore une fois, m'élire. Sauf que la Cour suprême, anciennement le Conseil constitutionnel, a eu une idée de faire un vote de confiance. Pour voir, écoutez, on sait que Storm est le seul candidat pour les élections générales, mais on va faire un vote de confiance pour voir si vous l'élisez réellement.
J'ai gagné à plus de 66% des voix le vote de confiance. J'ai été réélu pour 3 mandats. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je recommence un nouveau projet et un nouveau gouvernement. Je maintiens 3 ministres. Reda Kemi en tant que secrétaire d'État, Vassili Outchenko en tant que ministre de la diplomatie et Alexei Louranoc en tant que ministère de la justice, que je salue franchement. Je commence ainsi l'écriture du projet Liberatum et je commence aussi à intégrer de nouvelles personnalités, de nouveaux visages. Que ce soit notamment vous, Shendor, Celestina Paolucci ou encore Scarfen, qui étaient des personnes récentes ici en Esquacie. Malgré tout, qui se sont investis. Le gouvernement est stable et actif. C'est d'ailleurs même le gouvernement que je préfère le plus dans mes 2 mandats. Le projet Liberatum continue d'être écrit. Malgré tout, il y a eu quelques problèmes, notamment avec certaines personnes. Mais c'était moins important que le cas que j'ai évoqué précédemment lors du premier mandat. Je finis au bout de 2 mois d'écrire le projet Liberatum avec le gouvernement et certaines idées citoyennes. Et je finis par le publier à la Praecaria populaire après avoir passé à la Troisième République. Sachant que, petit fun fact, la constitution de la Troisième République a été écrite par Basto, Mecha, Reda Kemi, Vassili et moi-même. J'étais présent lors de la rédaction. Donc, je le mets à la Praecaria, sachant qu'à la Praecaria, selon l'article 26 de la Constitution, les secrétaires d'État doivent mettre en priorité un projet gouvernemental. Chose qui a été, bien évidemment, refusée par le secrétaire d'État, ce qui a valu une saisine à la Cour suprême et mon obligation de mettre le projet Liberatum sous forme de référendum. Mais finalement, ça n'a pas réellement été un problème puisque ça a été adopté à la majorité absolue, encore une fois, mais cette fois par suffrage universel, puisque c'était un référendum. Et derrière, j'officialise le mandat le plus long de l'histoire de la Nesquacie au bout de 5 mois, parce que le record était de 5 mois, c'est-à-dire le 18 juillet 2025. Suite à cela, malgré tout ça, j'ai quand même concrétisé davantage la peine avec Basso. D'ailleurs, c'est là où la peine a été structurée, dans un voc MP avec Basto et moi. Et derrière, je termine mes petits projets. Malgré tout, malgré les petits soucis qu'on a eus durant mon gouvernement et malgré quelques petits désagréments avec certains citoyens, on a pu atteindre nos objectifs, qui étaient de renforcer la sécurité, avoir une armée plus structurée et avoir une juridiction fonctionnelle. Et un petit plus, c'est que le soir, au moment où je partais, au moment où j'ai présenté mon petit message d'adieu, j'ai eu beaucoup de remerciements de la part d'une grosse partie de l'activité nesquacienne. Et franchement, ça m'a beaucoup ému. Notamment Basto Komic lors de la cérémonie de passation, qui m'a quand même fait un discours qui m'a, on va pas se mentir, fait fondre en larmes, de joie bien évidemment, parce que j'étais ému de son discours. Mais voilà, malgré quelques obstacles, je suis content de mon mandat, je suis content de mes ministres. Ils ont fait du bon boulot. Et franchement, si je devais redevenir Premier ministre
un jour et qu'il fallait que je refasse un gouvernement, je referais le gouvernement oligarque 2. Parce qu'ils ont fait de l'excellent travail. Quel a été le discours qui vous a demandé le plus d'efforts à écrire? Le discours qui m'a demandé le plus d'efforts à écrire, en fait, il y en a un peu beaucoup, des discours que j'ai demandé beaucoup d'efforts, mais celui qui m'a demandé plus d'efforts en termes d'écriture et psychologique, c'est du coup le discours du 2 avril 2025 pour annoncer à tout le monde que j'étais atteint du trouble du spectre autistique. Et malgré tout, je ne regrette pas de l'avoir fait. Quel est votre souvenir le plus marquant? C'est une question ouverte. Mon souvenir le plus marquant, c'est quand même le moment, encore une fois, où je commençais à partir de mon mandat. J'ai eu énormément de remerciements de la part de mon gouvernement. J'ai eu énormément de remerciements de la part de la Nesquassi. J'ai été très touché. Et surtout, lors du moment où j'ai regardé la cérémonie de passation, encore une fois, j'ai été assez ému par ça. Quelle étape de ce parcours vous a plus formé politiquement? L'étape du parcours qui m'a formé le plus politiquement. Alors, c'est une question assez complexe. On va pas se mentir. L'étape de mon parcours qui m'a formé le plus politiquement, c'est le moment où j'ai dû réconforter certaines personnes et que j'ai dû faire preuve d'humanité. Parce que être politicien, c'est avant tout être humain. Parce que tout simplement, vous avez quand même des électeurs, vous devez les rencontrer. Et quand j'ai été élu, le fait que je parlais à l'oral en face d'une micronation qui est quand même assez énorme en termes de nombre, le fait que j'ai dû faire preuve d'humanité envers beaucoup de personnes m'a formé. Et franchement, j'en suis fier. Êtes-vous un ministre qui casse les codes? Oui. On va pas se mentir, oui. Parce que en fait, j'ai fait beaucoup de choses qui étaient différentes de mes prédécesseurs, notamment mon annonce gouvernementale pour annoncer les nouveaux membres de mon gouvernement à l'oral, bien évidemment. Le fait que quand je m'exprime en face des Nesquassiens avec des discours, je ne mâche pas mes mots. J'ai fait preuve aussi notamment d'autorité envers ceux qui ont tenté de nuire à la micronation nesquassienne, notamment le cas de Maïtix et le cas du Sylvanor. Le Sylvanor, entre guillemets, c'est plus les protagonistes de l'anarchiste, parce que sinon le Sylvanor n'a pas réellement demandé. Surtout, le fait que quand j'ai fait la cérémonie de passation, j'ai dit très clairement que je n'avais pas du tout préparé le discours, que ça allait être fait par pure improvisation. Et littéralement, j'ai dit que c'était pas sur une feuille de papier qu'on écrit un bilan politique. Et surtout, le fait que j'ai été le Premier ministre avec le mandat le plus long de l'histoire de la Nesquassi. Et c'est ça qui a beaucoup plu aux Nesquassiens. Vous êtes le chef et fondateur de la milice de défense Belgrade. Racontez-nous. Je m'en doutais, cette question. Alors, c'est pas réellement une milice militaire et de défense. C'est une administration privée, que je qualifierais plutôt. C'est assez complexe niveau de l'histoire, parce qu'à l'époque, Belgrade s'appelait à l'époque la résistance anti-Napo, pardon. Parce qu'à l'époque, on avait une guerre civile dans une organisation qui s'appelait le RAF, le Royaume aristocratique français, qui opposait justement le camp de M3, le camp de V2, le camp de la Confédération napiste et le camp de la résistance, qui était la résistance anti-Napo. Le camp de M3 a été abandonné, du coup. Ils ont abandonné directement le RAF. Il restait donc le camp de V2 et le camp de la Confédération napiste. Au début, le camp de V2 était de notre côté. On a réussi à récupérer le pouvoir du RAF grâce à eux. Mais V2 nous a trahis et ils nous ont tous rejetés. On a fini par quitter le RAF.
Et c'est à ce moment-là que la résistance anti-NAPO voit un renouveau en termes de membres. Et c'est là où il y a l'idée de créer une communauté. Au début, cette communauté devait s'appeler le Didrobourg, sauf que ça faisait trop méritocrate. Du coup, on l'a nommé, d'un point de vue historique, Belgrade, parce que justement, il y a déjà eu une guerre civile en 2023, et le camp de l'opposition AM3, c'était l'Union de Belgrade. Donc, on a donc décidé de renommer cette résistance Belgrade, ou le royaume de Belgrade à l'époque. La communauté commence à fleurir. On a des personnes qui sont quand même malgré tout de confiance. Et malheureusement, ça ne plaît pas à certaines personnes, notamment les pionniers de Belgrade. Donc, on décide donc de devenir une administration privée. C'est-à-dire qu'on serait qu'entre nous. Mais on serait plus principalement un groupe chier. Ou administration privée. On commence quand même à se faire connaître, notamment dans le monde micronational, parce que j'évoque beaucoup l'administration de Belgrade. Et du coup, on a à un moment donné une nouvelle parmi nous, qui s'appelait Camus, qui était dedans. On avait confiance en elle et tout. Sauf que le problème avec elle, c'est qu'elle a mis à mal Belgrade, parce qu'elle a commencé à parler avec des personnes problématiques au sein de Belgrade, notamment Matami, Justice et Divinus, ainsi que Glossateur, qui sont des personnes activement recherchées par les autorités compétentes, la police et la gendarmerie. Et cette dernière, pour combler le tout, a négocié avec Elgan pour s'en prendre à un membre de l'administration de Belgrade, qui s'appelle Musfay. Et Elgan, à l'époque, c'était le responsable de la crise du Turkana Lake, ici en Esquacie. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Camus est renié de Belgrade, et une guerre entre Belgrade et Elgan se lance. Et ça se terminera par une victoire de Belgrade. Belgrade continuera ainsi de se faire connaître dans le monde micronational en tant qu'administration éthique, et en termes de soutien psychologique. Nous avons soutenu psychologiquement Monsieur Bastokovic, qui est l'actuel président de la République, que je salue actuellement, qui est actuellement en Allemagne, ou en Italie, je ne sais pas. et ce dernier est en train de profiter pleinement de ses vacances. On a été son soutien face à un individu hostile dans le monde micronational. Et on a pu se faire connaître, notamment aussi en Esquacie, en faisant un partenariat militaro-scientifique, entre guillemets, avec la Esquacie, qui a été approuvé par l'ancien président, le ministère de la Diplo et le Conseil constitutionnel de l'époque. Enfin, on commence aussi à se faire connaître, notamment à Orion. Le partenariat le plus récent, c'est à Orion, pour la création d'un bot de destruction non conventionnelle, afin que Orion puisse avoir la capacité de se défendre en cas d'attaque ennemie. Belgrade est avant tout, malgré tout, une communauté chill, principalement. Enfin, communauté entre guillemets. C'est plus une administration privée chill. On intervient seulement quand certaines personnes qu'on apprécie et que on a dans notre administration sont menacées. Le cas de Basto est le plus concret. On accueille, on est des personnes qui sont à l'écoute, bienveillantes vis-à-vis des personnes qui sont victimes d'autres individus hostiles ici sur Discord. Et derrière, on a une ambiance qui est quand même assez importante. Et on est très organisés, on est très sympas les uns les autres, on se fait mutuellement confiance. Et puis voilà, quoi. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable, l'administration de Belgrade. Dites-vous qu'en attendant, si je n'avais pas fondé Belgrade, non seulement je ne me relèverais pas de cette trahison de V2, mais mon bras droit, plutôt mon meilleur pote pour toujours, qui s'appelle Issan, que je salue aussi, ne s'en remettrait pas non plus. Et le fait que j'ai créé Belgrade avec lui
a permis derrière de garder espoir face à une communauté qui est malheureusement toxique. Et pour finir sur une thématique plus légère, racontez-nous 3 anecdotes sur vous ou des exclus de votre parcours. Première anecdote, par contre, ce ne sera pas l'anecdote la plus joyeuse, c'est que j'ai déjà confronté Matami, l'ancien Premier ministre nesquacien, qui a désormais le mandat le plus court de l'histoire de la Nesquacie, avec un mandat de 6 jours. Et c'était pas pour parler. Malheureusement, j'ai été victime, entre guillemets, d'une prise d'otage de mes données personnelles par cet individu, notamment mon adresse. Ce dernier me menaçait de m'envoyer un colis piégé si je ne me soumettais pas à ses ordres. Il voulait que je me mutile. Voilà, il voulait que je me fasse du mal. Et le problème, c'est que du coup, ça m'a fait mal au niveau mental. Mais j'ai fini par réussir à fuir. Et c'est d'ailleurs aussi une des raisons de pourquoi j'ai rejoint la Nesquacie. C'est surtout pour des raisons de refus, en fait, principalement. La deuxième anecdote, celle-là un peu plus joyeuse, c'est que quand j'ai été élu pour la première fois Premier ministre, j'ai commencé, au moment où j'ai pris mes fonctions j'évoque avec Alexei pour faire un peu de gaming avec lui. Et j'ai sauté de joie. Il m'a entendu crier de joie et tout. Et c'était assez marrant. Donc, franchement, c'était assez impressionnant. Et enfin, la dernière anecdote, celle-là, elle est vraiment drôle. C'est qu'en Nesquacie, nous, soit pour un peu plus réaliste ou soit pour le délire, on a un système de mariage ici en Nesquacie. Et moi, pour le délire, j'ai décidé de me marier avec la coordinatrice du PSN, Reda Kemi. Après avoir supplié au moins une bonne centaine de fois cette dernière, on finit par se marier pour le délire. Et des fois, souvent, je lui fais la blague de « à quand la lune de miel ?» Et souvent, elle me répond que la lune de miel, on le ferait au Bangladesh. Voilà. Storm Oligarch, cette interview est terminée. Merci d'être passé sur ce plateau. En espérant vous revoir sur d'autres formats. Ouais, merci de m'avoir invité encore une fois. Je tenais encore une fois à remercier les Nesquaciens de m'avoir élu. Et invitez-moi quand vous voulez, si vous le souhaitez, je répondrai toujours oui. Voilà. Merci et au revoir. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt. Et toi, jeune éléphanteau de mer, si tu as aimé la vidéo, alors abonne-toi. Je suis un autoritaire, la Nesque c'est devenu l'axe. La com c'est devenu hard, surtout depuis Chandor. On a promis un champ, on aura le château de Chambord.